Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous allons continuer sur l'histoire de la science en attaquant la Chine antique. Alors, la Chine antique a très tôt obtenu des résultats remarquables. Par exemple, ils connaissaient le théorème de Pythagore, ils connaissaient la périodicité de la comète de Halley, et ils avaient également pu déterminer les périodicités des éclipses solaires et lunaires. Dans d'autres domaines, comme la métallurgie, ils avaient fait aussi de grands progrès, car très tôt, ils apprirent à extraire le fer du minerai, ce qui n'est pas facile. Ils mirent au point l'arbalète et bien d'autres instruments. Vers moins 104, ils créèrent le calendrier Taishu. Alors, c'est le premier véritable calendrier exact qui fut conçu. Vers moins 200 environ, ils créèrent la numération de positions en base 10, analogue à la nôtre, à part que leurs chiffres s'écrivaient avec des bâtons et qu'ils n'avaient pas de zéro, ils le représentaient par un blanc, un vide dans l'écriture. Sinon, leur écriture, le nombre était très semblable à la nôtre. Vers moins 132, Zhang Heno mit au point le sismographe pour la mesure des séismes. Il mit au point un globe céleste rotatif. À une époque aussi ancienne, c'était vraiment remarquable. En médecine, Huatuo et Zhang Zhongjin, des noms chinois, excusez-moi, Zhang Zhongjin et Huatuo mirent au point des techniques médicales remarquables comme la première anesthésie générale. Sunzi et Qinju Shao firent de gros progrès en mathématiques avec l'étude des systèmes linéaires, des congruences. Toutes ces sciences chinoises antiques eurent un impact notable sur l'Occident. À travers la route de la soie, les connaissances, les techniques se propageaient jusqu'à l'Inde, jusqu'à la péninsule arabique, et puis, plus tard, jusqu'à l'Occident. Sur ce chemin, on trouve l'Inde, et notamment la civilisation de la vallée de l'Indus, très ancienne aussi, puisque cette civilisation a vécu de moins 3300 à moins 1500. Et ils sont connus pour avoir mis au point des mathématiques très élaborées, complexes. Ils inventèrent eux aussi une numération de positions qui est très importante pour nous, puisque les chiffres qu'ils ont conçus ont été transmis à l'Arabie, puis à l'Occident. Ce sont les chiffres arabes qu'on utilise, nous, nos chiffres actuels. Donc le nom de chiffres arabes est un peu impropre, on devrait plutôt les appeler des chiffres indiens. Même si leur forme a quelque peu varié au cours des siècles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un pays arabe, mais sur les panneaux kilométriques, les chiffres indiquant les kilomètres sont écrits à la fois dans notre écriture, en chiffres, et en arabe, et les chiffres ont sont les mêmes, et en fait il y a des différences notables dans l'écriture des chiffres, parce que ça a continué à évoluer dans les différents pays au cours du temps. Mais c'est bien leurs chiffres que nous utilisons, les chiffres indiens. Les Indiens ont écrit de nombreux traités de mathématiques, très importants, volumineux, qui ont été traduits en grande partie par un arabe, Al-Khwarizmi, donc qui a donné son nom à algorithme, qui est un nom d'origine arabe, et qui signifie une procédure avec une méthode, avec une série d'étapes bien déterminées. C'est Al-Khwarizmi qui a donné son nom à cette méthode, et il a traduit les documents indiens, notamment ceux de l'époque védique, de moins 1500 à moins 400, et jainiste, de moins 400 à moins 200, dans lesquels on retrouve la découverte des nombres négatifs, la trigonométrie, le calcul différentiel et intégral, les limites, les séries, toutes choses qui en Occident ont été développées très tardivement, avec Newton et Leibniz par exemple pour le calcul différentiel. Donc ils étaient très précoces. Ensuite,
dans l'histoire, on arrive à la Grèce antique, la Grèce pré-socratique, c'est-à-dire avant Socrate, qui sert de jalon. C'est au 7e siècle avant Jésus-Christ, en Ionie, que des philosophes eurent l'idée, assez révolutionnaire pour l'époque, d'étudier les phénomènes naturels de manière rationnelle, en recherchant des causes naturelles et une relation de cause à effet. Thalès de Milet, de moins 625 à moins 547, et Pythagore, de moins 570 à moins 480, firent ainsi des progrès remarquables en mathématiques, essentiellement en arithmétique à l'époque, en géométrie, en astronomie, en musique. Pythagore, qui avait ce qui était nommé à l'époque une secte, mais qui ne devrait peut-être pas être pris avec la connotation telle qu'on lui donne à notre époque moderne, la secte des pythagoriciens, qui vénéraient tout ce qui était nombre. Pour eux, dans la nature, tout était nombre entier, et éventuellement des rapports, des fractions. Ils ne connaissaient pas les nombres réels, et puis, avec le théorème de Pythagore, ils découvrirent l'existence des nombres réels. Ce fut pour eux un choc terrible qui mit fin à la secte. Mais les avancées ont quand même été remarquables jusque-là. Et cette étude des phénomènes à travers une cause impliquait que le cosmos, toute chose, avait une cause unique, un principe unique. C'était la naissance de l'idée de cosmologie. Cette cause unique, pour Héraclite par exemple, était le feu primordial. Pour Anaximandre, c'était le 1, unique, avec un U majuscule, qu'on peut assimiler à un dieu, donc le 1 divin. À cette époque, fut également élaborée une théorie de la connaissance. C'est très important, parce que c'était la première fois que des philosophes se penchaient sur l'idée et les raisonnements qui leur permettaient d'arriver à des résultats mathématiques scientifiques. Et ils se basèrent sur une opposition entre la raison et les sens. Donc la raison, le raisonnement, la logique, et les sens, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Ils mirent en évidence un certain nombre de contradictions et décidèrent d'opter pour la raison, affirmant que les sens nous trompent, ce qui n'est pas toujours faux d'ailleurs. On connaît tous les phénomènes d'illusion d'optique et des choses de ce genre, et quand vous voyez une pomme, vous n'en voyez pas les constituants atomiques ou autres, donc oui, les sens peuvent être trompeurs, mais ils prirent ça, on va dire, vraiment au pied de la lettre. Ainsi, pour Parménide, seul comptait la raison. Et il se basait, pour affirmer cette prévalence unique de la raison, sur le fait que même des choses comme le mouvement, le simple fait de bouger, était pour eux une illusion. C'était le résultat de raisonnements comme ceux de Zénon d'Élée, un des disciples de Parménide, qui inventa ce qu'on appelle les paradoxes de Zénon, comme le fait que Achille essaye de rattraper une tortue au courant. Quand il a fait la moitié du chemin, il lui reste encore la moitié à parcourir. Il fait encore la moitié du chemin qui reste, il lui reste encore le quart à parcourir, et ainsi de suite, la moitié qui reste, la moitié qui reste, la moitié qui reste, et donc n'atteint jamais la tortue. On comprend qu'il doit y avoir une erreur de raisonnement. C'est le sentiment qu'on a maintenant, bien entendu. Et en fait, les anciens Grecs ne connaissaient pas les notions de convergence de limites infinies. Donc, pour eux, le fait qu'il y avait une récurrence infinie, ça empêchait Achille d'atteindre la tortue, et donc, le mouvement était illusion. Cette idée, où les sens sont totalement trompeurs, fut peu ou prou suivie
Certains l'adoptaient au pied de la lettre, d'autres étaient un peu plus nuancés. Mais elle était quand même assez générale, et cette conception favorisait des domaines comme les mathématiques. Mais par contre, elle défavorisait toute science expérimentale dans la mesure où une expérience nécessite de voir les résultats et donc de faire confiance à ses sens. C'est pourquoi les philosophes de la Grèce antique raisonnaient essentiellement avec leur tête et ne vérifiaient pas le résultat par l'expérience. Cette façon de raisonner, de travailler, se propagea jusqu'à Platon, contemporain de Socrate, qui imagina l'allégorie de la caverne, où la réalité se manifeste pour nous à travers les ombres des choses réelles sur les parois de la caverne, ombres sans couleur, plates, toutes déformées, et qui donc ne nous montrent qu'une vue extrêmement altérée de la réalité. Il y avait quand même une opposition à cette conception extrême à l'époque, avec des philosophes comme Épicure ou Démocrite, dont les travaux remarquables furent exposés de manière admirable, c'est comme ça qu'ils nous sont parvenus, par un Romain, Lucrèce, qui n'a rien à voir avec Lucrèce Borgia, hein, c'est pas du tout la même époque, Lucrèce qui a traduit en latin les travaux philosophiques d'Épicure, Démocrite et d'autres. Par exemple, Démocrite avait imaginé la conception atomique, c'est-à-dire que toute chose était composée de particules infimes, les atomos en grec, insécables, toutes identiques, quoi qu'il y ait eu des variantes selon les philosophes, et les objets étaient composés de ce myriade d'atomos, d'atomes, trop petits pour être perçus par les sens. D'ailleurs, ils n'envisageaient même pas qu'il soit possible de détecter ou de mesurer les atomes de manière individuelle. Et les objets étaient construits un peu comme les mots sont construits par des assemblages de lettres, définissant, donnant ainsi leurs différentes natures, compositions, propriétés. Sa théorie avait beaucoup d'avantages, comme le phénomène de diffusion. Quand une jeune femme parfumée rentre dans une pièce, à peine est-elle rentrée que vous sentez son odeur. Même si l'air est calme, immobile, pas de vent, vous le sentez tout de suite. Le parfum s'est immédiatement propagé jusqu'à vous. S'il est composé d'atomes, et l'air lui-même composé d'atomes, éventuellement agité de nombreux petits mouvements microscopiques, on comprend que des atomes de parfum puissent se propager par collision très rapidement dans toute la pièce, ou qu'une goutte d'encre dans un verre d'eau puisse s'y disperser très facilement. Avec une conception non atomiste, mais un monde plutôt continu, c'est beaucoup plus difficile à imaginer. Pour Démocrite, tout était composé d'atomes, même les dieux. Et dans leur conception, les dieux ne s'intéressaient pas aux hommes. Les dieux s'intéressaient des affaires des dieux. C'est là qu'on voit apparaître une séparation du savoir et de la religion. En réalité, elle était déjà plutôt présente dans ce qui a précédé, où les philosophes travaillaient sur base de raisonnement, comme Zénon et d'autres, et ils ne faisaient en général pas intervenir de notions religieuses ou divines. Et donc, cette séparation était déjà implicite. Disons qu'avec Démocrite, elle devient beaucoup plus explicite. On dit, les dieux s'occupent des dieux, pas de nous. On peut donc faire confiance aux résultats que l'on obtient dans les observations, les expériences. Les Grecs, les anciens Grecs, dans leur étude du savoir et de la manière de l'acquérir et de le construire, mirent au point également des méthodes pour en parler, telles que
les discours, la rhétorique, les raisonnements et la logique, et l'utilisation de concepts abstraits. Donc une véritable théorie de manipulation des connaissances. On peut vraiment dire que c'est à cette époque qu'est née la pensée scientifique. Pas encore tout à fait au sens où nous l'entendons au sens moderne, à travers la science expérimentale, nous en reparlerons, mais au moins dans la notion de approche rationnelle et logique. Et le fait que l'on se penche sur cette façon de raisonner, on ne se contente pas de faire des découvertes, on ne se contente pas de simplement raisonner et d'appliquer les découvertes, mais on réfléchit aussi à la manière de raisonner. Est-ce que telle manière de raisonner est-elle correcte? Est-ce bon de raisonner comme ceci ou comme cela? Donc, c'est vraiment la naissance, non seulement de la science, qui a commencé très tôt, nous l'avons vu, mais aussi la naissance de la pensée scientifique, qui a vraiment pris ses racines dans la Grèce antique. Voilà, la prochaine vidéo, nous continuerons avec notre petit périple dans la Grèce et d'autres civilisations. Je vous remercie.